Sud Radio, le débat de la semaine. C'est l'heure de notre débat à 9h20 sur Sud Radio avec le président de l'Association des médecins urgentistes de France. Bonjour Patrick Pelloux. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Avec le journaliste Yoann Gillet. Bonjour Yoann. Bonjour à tous. Et avec, je vous regarde à tous à l'écran, avec la conseillère d'arrondissement LR à Paris, Corinne Tapiro. Bonjour Corinne. Bonjour à tous. Alors, cette question du jour qu'on pose à nos auditeurs sur Twitter depuis 7h du matin, vous sentirez-vous mieux protégé ou plus surveillé avec le pass vaccinal qui, vous le savez, fera l'objet d'un conseil des ministres exceptionnel demain? Pour l'instant, nos auditeurs, ça n'a pas bougé d'ailleurs, depuis plus de 2 heures, sont à 94% à se sentir plus surveillés par ce futur pass vaccinal. Patrick Pelloux, ce pass qui est une forme d'obligation vaccinale, comme l'a assumé Gabriel Attal, vous qui avez récemment poussé un coup de gueule contre les non-vaccinés qui représentent 80% des malades soignés en service de réanimation, en quoi ce pass vaccinal-là pourrait réellement, concrètement, soulager le système des soins? C'est-à-dire, c'est fait non pas pour contraindre les gens, c'est pour les obliger à se faire vacciner parce que faut leur sauver la vie. C'est-à-dire que là, à l'heure actuelle, les malades graves, 80% des malades graves que nous avons, qui ont le Covid grave, sont pas vaccinés. Donc ça, c'est très grave. C'est-à-dire qu'on sait que le vaccin protège. Alors, là, évidemment, ce que les fameux anti-vax disent, ils disent oui, mais il y a des gens qui sont quand même malades en étant vaccinés. Oui, mais ils font des formes qui sont bénignes, d'accord? Donc, du coup, il s'agit et le gouvernement est complètement dans son rôle de protéger la population. Il faut absolument éviter qu'on ait encore plus de morts. Mais à ceux qui reprochent, pardon Patrick Pelloux, mais à ceux qui reprochent de monter les vaccinés contre les non-vaccinés aussi. Mais c'est pas nous qui montons les uns contre les autres, c'est juste que c'est les faits. Il y a pas. Moi, je soigne tout le monde. Donc je soigne les vaccinés, les non-vaccinés, je soigne tout le monde. C'est notre rôle. Bien sûr. On est dans notre rôle. Voilà. Bon, le truc, c'est que quel médecin je serais si je vous disais pas la vérité en vous disant non mais attendez, tout va bien, voilà. Non, ça va pas bien. J'étais de garde la soirée de Noël. Tous ceux qui appellent avec des formes graves sont les non vaccinés et c'est fou quoi. Et on sait pertinemment que quand vous avez plus de 60 ans et que vous attrapez un Covid grave, vous avez très peu de chances de vous en sortir. Vous voyez, c'est vraiment. On n'est pas comme il y a 1 an ou 1 an et demi où on ne savait pas. On a su plein de choses sur cette maladie et c'est une vraie nouvelle maladie qui est arrivée sur Terre. On ne sait pas quand elle partira. Et là, on se tape la 6e vague avec Omicron. Et c'est. Mais un variant dont on dit qu'il serait quand même moins dangereux que le variant Delta. Là, il y a eu des études, notamment britanniques, qui prouveraient qu'il y aurait 20% en moins de risque d'hospitalisation. Ça se vérifie ou pas chez vous dans les urgences? Il semble que ça se vérifie. Il semble que ça se vérifie. Mais il tape quand même. Il y a des gens qui font des formes graves. Mais c'est sûr qu'il est plus contagieux et serait un petit peu moins pathogène. Donc, c'est ce qui semble se vérifier là, oui. Ok, oui. On va faire réagir, Patrick Pelloux, nos autres intervenants. Yoann Gillet, ce pass vaccinal. Écoutez, je ne vais pas changer de théorie par rapport à celle que je défends depuis cet été. Je vous ai toujours dit que si on a confiance en le vaccin, il faut faire une vaccination obligatoire. La problématique, il y a 2 choses. D'abord, moi, la présence de Patrick Pelloux, elle nous oblige parce que, pour moi, il y a toujours une question d'éthos, de légitimité dans la parole. Et Patrick Pelloux, pour moi, c'est quelqu'un qui a une très grande légitimité, bien plus grande que la mienne, et surtout qui inspire beaucoup plus confiance que la parole gouvernementale, qui, elle, a d'autres enjeux à prendre en compte, c'est-à-dire notamment des enjeux médiatiques, des enjeux politiques. Là où Patrick Pelloux, lui, est déconnecté de ces enjeux-là. Il a des enjeux médicaux. Donc, il ne mélange pas les genres. Et surtout, il vit la réalité des hôpitaux de l'intérieur. Et les enjeux médiatiques et politiques du gouvernement, pour vous, Yoann? C'est évident, bien sûr. C'est d'abord une crise sanitaire pour ce qui est de la problématique de contagion, de contamination, des décès. Mais pour les politiques, c'est d'abord aussi une crise médiatique. On voit bien que les pays se regardent les uns et les autres, voir qui va réussir à mieux tenir. Il y a des enjeux de crédibilité qui sont considérables.
Et surtout, la grosse problématique, c'est que depuis le départ, pour moi, alors, à part les anti-vax durs qui, depuis la nuit des temps, alors il y a des problèmes religieux dans tout ça, il y a plein de choses, bien sûr, d'ailleurs, le dit aussi. Mais il y a surtout au départ un problème de confiance. Le vaccin, c'est quoi? Quelque chose qui nous arrive dans le corps, a priori pour nous aider à nous défendre. Sauf qu'on a le sentiment que la personne qui appuie sur la seringue, ce n'est pas un docteur, c'est un politique. Et là, ça change la donne. Et c'est ça qui crée beaucoup de fantasmes, qui crée beaucoup de problématiques. C'est au nom de quoi et pourquoi le font. C'est ça qui a créé beaucoup de problématiques. Alors attendez, avant de donner la parole à Corinne Tapiero, je vous sens réagir là, ou pas, Patrick Pelloux, non? Non, je suis complètement d'accord quand il vient d'être dit qu'il y avait une cause religieuse. C'est exact. Hein. Notre grand drame qu'on a eu aux Antilles, c'est l'Église évangélique qui prône la non-vaccination. Et ça a posé vraiment de gros problèmes sur les Antilles. Hein. Ouais. Corinne Tapiero. Écoutez, moi je suis extrêmement circonspect sur cette histoire, d'abord parce que je suis pas médecin et ce que je ne cesse de répéter, mais il y a quand même un certain nombre d'interrogations. Les premières interrogations, bon, Monsieur Pelloux l'a rappelé, c'est qu'il y a ce variant serait moins contagieux, mais évidemment, en tout cas en Europe, on est plus vacciné qu'on ne l'était il y a 2 ans, donc ceci pouvant expliquer cela. Et d'un autre côté, ce qui est quand même absolument insupportable en termes de crédibilité et sur le vaccin et sur la parole publique, c'est qu'on nous disait qu'il fallait un vaccin tous les 6 mois. Enfin, au départ, c'était un vaccin, puis 2 vaccins, puis un rappel au bout de 6 mois. Et on entendait hier soir ou ce matin le gouvernement dire que ce serait le prochain rappel dans 3 mois. Je veux dire qu'avec des décisions comme celle-là, on ne va pas pouvoir crédibiliser davantage ce vaccin. Au contraire, on est en train d'induire dans la tête des gens que ce vaccin a une couverture faible et on est sûr de rien. Et moi, je trouve que c'est très inquiétant, d'abord parce qu'on est en période électorale, qu'au bout d'un moment, la parole publique est une parole qui sonne faux. Je suis désolée de le dire, il n'y a pas d'autre mot. Je pourrais presque dire que c'est une parole manipulée par l'échéance d'après, parce que il ne faut pas se voiler la face. Hein. On est en campagne présidentielle. Le président Macron est candidat à sa propre succession. Et chaque fois qu'il va toucher sur un bouton, il se pose la question de savoir comment ça va interagir en termes de voix. Donc si la santé des Français est sous-tendue par le renouvellement du mandat de M. Macron, je trouve qu'elle ne vaut pas cher. Alors en même temps, il y a pas mal de commentaires d'auditeurs là sur notre compte Twitter qui eux ne considèrent que ce pass vaccinal n'est pas légitime, enfin en tout cas pour eux. Ils ne comprennent pas pourquoi au même moment le gouvernement réfléchit à alléger la durée d'isolement des personnes testées positives et de leurs cas contacts pour éviter là, entre guillemets, des organisations de la société, notamment un gros absentéisme qui pourrait avoir lieu en janvier. Donc là, on est au nom de l'économie aussi. On peut ne pas comprendre non plus ce double discours-là. Patrick Pelloux, vous êtes pour un allègement de l'isolement des cas contacts et des personnes testées positives ou pas? Alors, plusieurs choses. Ouais. Nous sommes avec une pandémie mondiale et ce virus, rappelons l'origine, on ne sait toujours pas d'où vient ce virus et il y a toujours cette suspicion sur ce qui s'est passé dans ce laboratoire à Wuhan. Donc voilà, ça c'est pour la cause. Hein. Bon. Les conséquences, on les voit chaque jour et c'est évolutif parce que la science évolue toujours. On est parti de zéro, on ne savait rien. Souvenez-vous, en mars 2020, on avait des informations qui venaient de Chine qui étaient totalement erronées, totalement fausses. Et on a ramé pendant à peu près 15 jours pour remettre des choses sur le savoir, etc. Enfin, on a vraiment énormément travaillé. Et ça évolue. Donc du coup, en effet, il y a cette évolution par rapport au vaccin qui est un petit peu pénible. Ça, il faut le reconnaître. On a dit 1 dose, 2 doses, 3 doses. Donc évidemment, vous avez tous ceux qui vous disent, alors bientôt la 4e, etc. On n'en sait rien. Mais ce qu'il faut, et ça c'est le rôle de l'État, c'est de protéger un maximum de personnes, dont les enfants. Alors là, après, il y a le positionnement sur les gens à isoler, comment on les isole, le principe de précaution. Alors ça patauge copieusement. Là, faut quand même le dire. Là, on est paumé dans les histours des 7 jours, 10 jours d'isolement, Omicron, Delta, tout le monde est paumé. Mais on est... Alors attendez, parce que là, je vous mets en plus quelque chose pour encore plus vous perdre. C'est que nous qui passons
notre temps. Bah ouais, nous on passe notre temps à soigner des gens qui sont gravement malades, donc on est tous sujets contact. Si vous enlevez le personnel hospitalier qui est contact, il n'y a plus de personnel hospitalier. Les hôpitaux là, ils s'arrêtent tout de suite. Donc tout ça, c'est très relatif. Ce que je crois, c'est que ce qu'il faut, c'est en effet quelqu'un qui est malade, l'isoler pendant en effet une durée qui est de 7 à 10 jours, ça paraît raisonnable. Oui. Pour tout le reste, je pense ce qu'il faut rappeler avant toute chose, c'est les gestes barrières. Et ça c'est important. Le gel hydroalcoolique, le masque qui va bien. Si vous êtes sujet contact, préférez plutôt un masque FFP2, c'est-à-dire un masque en forme de bec de canard, plutôt qu'un masque chirurgical qui est tout plat, d'accord. Et puis gardez une distanciation physique raisonnable. Oui, d'accord. Yohann Gillet, on est tous paumés. On est toujours dans la confusion des communications, alors qu'on va se taper quand même, entre guillemets, un double conseil de défense sanitaire et des ministres exceptionnels là dès lundi. Mais on est tous paumés parce que, encore une fois, la grille de lecture n'est pas claire. On ne sait pas selon quel principe, en vérité, les décisions sont prises. Encore une fois, quand la politicienne se mêle à la santé, c'est là que les choses deviennent très problématiques. Par exemple, les donneurs d'ordre et de coups de matraque même parfois, notamment aux Antilles, les pères fouettards de la vaccination seront maintenant les pilleurs de lits d'hôpitaux et les destructeurs de services publics. Donc déjà, cette légitimité-là, elle rend les choses, enfin cette absence de légitimité, rend les choses illisibles. On le voit bien d'ailleurs dans la réaction des auditeurs à chaque fois qu'on sort d'une émission nombreuse sur lesquelles on parle du Covid à chaque fois ici. Quand on prend une position pour critiquer la politique d'Emmanuel Macron et consorts, ce n'est pas pour autant qu'on est contre la vaccination. Or, il y a toujours un amalgame qui se fait entre critiquer une méthode et critiquer et j'ai envie de dire approuver une dynamique scientifique, quoi. D'ailleurs, je pense que la problématique aussi aujourd'hui, c'est un problème de la fierté. Vous savez, c'est un révélateur en fait ce virus. On n'a pas trouvé de vaccin, par exemple. On n'a pas trouvé de vaccin en France, quoi. Je veux dire, ça raconte quand même quelque chose de notre pays. On a des politiques qui n'ont pas arrêté de dire aux personnes qui avaient peur de se faire vacciner, on est au pays de Pasteur quand même et tout. Bah oui, mais Pasteur aujourd'hui, il fait plus de vaccins. Et on va les chercher à l'étranger. Vous savez, notre pays aurait été capable de fabriquer ça. Je pense que déjà, la confiance, elle aurait été différente. Il y a aussi un problème. Vous pensez, honnêtement, vous pensez que si le vaccin... Yohann, vous pensez que si le vaccin avait été made in France, il y aurait moins de scepticisme de la part de certains envers la vaccination? Bien sûr, parce que quand on parle de Big Pharma, tout ça, on se représente les géants américains, tout ça, il y a un fantasme autour de ça, un fantasme, et parfois un fantasme relatif d'ailleurs. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que oui, la confiance en la parole de l'État, elle passe d'abord par la solidité d'une nation. Alors la nation n'apparaissant pas très solide, apparaissant dépendante, que ce soit en termes de vaccins, de masques, etc., elle ne paraît pas forte. Et donc quelqu'un ensuite qui essaie de faire les gros yeux dans des allocutions télévisées pour dire il faut faire ça, bah, il paraît pas crédible parce qu'il paraît pas à la tête d'un État fort. Et c'est ça le problème. Il y a un vrai problème de légitimité, de crédibilité. Autrement, je pense que beaucoup plus de gens auraient suivi les recommandations du gouvernement. J'en suis sûr. Vous partagez ce diagnostic, Corinne Tapiroux? Enfin, peut-être pas forcément dans ces termes, mais en tout cas, je constate que cette crise... Oui, tout à fait. Cette crise sanitaire a mis au grand jour quand même l'état de santé, si je puis dire, de l'hôpital en France. La dépendance vis-à-vis des médicaments et d'autres substances par rapport aux pays étrangers émergents et notamment par rapport à la Chine, puisqu'on sait la Chine, l'Inde, qui sont des gros pourvoyeurs de médicaments. Et d'ailleurs, je m'étonne qu'à l'époque, au tout début du quinquennat, à l'époque, Madame Buzyn était ministre de la Santé, elle ne se soit pas alertée davantage sur la pénurie de médicaments génériques, sur des soins courants comme l'hypertension, etc. Donc ça, c'était la première cote d'alerte qui n'a donné aucune réponse du gouvernement. Et je pense que c'est à partir de ce moment-là qu'on aurait dû prendre conscience des choses. Alors là, on va essayer de faire un rattrapage, mais on va toujours être en retard par rapport à d'autres pays qui, eux, sont peut-être plus offensifs en matière de protectionnisme médical, en tout cas du protectionnisme de la santé de leurs concitoyens. Et puis on a aussi cette formidable caisse de résonance que sont les réseaux sociaux, la foultitude d'émissions sur les chaînes d'infos en continu qui font intervenir différents médecins qui n'ont pas tous les mêmes opinions et qui participent aussi de la confusion un peu généralisée de ce qu'on entend. Et il est vrai que lorsqu'on en est à sa 3e dose, si on nous dit que tous les 3 mois il faut faire un rappel, franchement c'est pas spécialement rassurant. Voilà. Dans le GDD d'aujourd'hui, 50 personnels de la santé alertent Olivier Véran sur la circulation du virus chez les enfants et réclament le report de la rentrée scolaire du 3 janvier. C'est aussi votre avis ou pas, Patrick Pelloux?
Non, surtout pas reporter. Surtout pas. Non, surtout pas reporter. La vaccination des enfants, oui, bien sûr, ça c'est démontré et c'est quelque chose d'important qui nous permettra de mieux vivre ensemble et de protéger les enfants, mais surtout pas reporter la rentrée scolaire des enfants, parce que vous savez, ce qui encombre le plus à l'heure actuelle les hôpitaux pédiatriques, alors qu'on termine la pandémie de la bronchiolite hivernale, ça a été la pédopsychiatrie, c'est-à-dire que les enfants vont mal. Il y a eu des alertes qui ont été faites, aussi des tribunes. Maintenant, tout le monde fait des tribunes, donc ça avait été une tribune qui avait été faite en mars 2021 sur des pédopsychiatres, et moi je rejoins ce qu'ils avaient dit, les enfants vont pas bien. Hein, on a désocialisé des enfants avec les confinements en arrêtant l'école. Les étudiants aussi. Ça a creusé les inégalités scolaires, parce qu'il y a des enfants, bien sûr, les parents ont fait le boulot à la maison, puis il y en a d'autres qui ont laissé tomber, ils ont mis les gamins devant les écrans, et ça a été un carnage. Ouais. Et c'est non, faut garder les écoles. Je trouve que on gère quand même pas si mal que ça la pandémie sur les écoles. Bien sûr, il y a des enfants sans arrêt, des fermetures de classes, etc. Mais c'est pas mal. Voilà. Mais surtout ne pas arrêter les écoles, parce que là, vous commencez vraiment à déstabiliser la société. Et en plus de ça, il faut garder les enfants à la maison. Donc, il y a plein d'absentéisme. Donc, ceux qui disent faut garder les enfants à la maison pour éviter un absentéisme, non, je crois qu'ils se trompent, parce qu'il faut garder les enfants à la maison, et donc il y a plein de gens qui se mettent et qui arrêtent de travailler pour garder les enfants à la maison. Je crois pas qu'il faille faire ça. Oui, bien sûr. En tout cas, on vous remercie tous. Patrick Pelloux, bon courage, bonne suite. Merci aussi à Yohann Gillet. Merci à Corinne Tapiro d'avoir participé à ce débat. Verdict sur Twitter. Vous êtes 94%, hein, ça n'a pas trop bougé, à vous sentir plus surveillé et non pas mieux protégé par ce pass vaccinal. Allez, à suivre après le journal. Bonne fête avec les chefs. On sera avec le chef Marc Fontane. À tout de suite.